L'air était lourd, épais, saturé du parfum doux amer des roses blanches et du jasmin. Mes poumons se gonflaient d'une euphorie si pure que j'avais l'impression de flotter, le sourire figé sur mon visage, un masque de bonheur que je croyais éternel. Les rires fusaient, percutant les hauts plafonds de la salle de réception, se mêlant au tintement des verres, au frottement des couverts contre les assiettes de porcelaine fine. Dehors, la nuit de juin avait enveloppé le domaine, mais ici, à l'intérieur, les guirlandes lumineuses pendaient comme des larmes de diamants, projetant des éclats dorés sur les visages de nos familles, de nos amis. C'était mon mariage. Le nôtre. Le grand jour, celui qu'on avait tant rêvé, tant planifié, chaque détail choisi avec une minutie presque obsessionnelle. Le tissu de la nappe sous mon coude, un lin d'une douceur inattendue, le goût du champagne, des bulles qui pétillaient sur ma langue comme autant de petites joies prêtes à exploser. Léa, ma Léa, était assise à côté de moi, sa main douce serrée dans la mienne sous la table, son rire cristallin se mêlant aux autres. Sa robe de soie blanche, celle qu'elle avait choisie avec tant d'amour, brillait sous les lumières tamisées, et l'odeur de son parfum préféré, une touche de fleurs d'oranger et de vanille, était devenue pour moi le synonyme de la perfection. Puis vint le moment des toasts. Après le discours émouvant de mon père, la voix un peu cassée par l'émotion, et les quelques mots maladroits mais sincères de la cousine de Léa, un silence s'est fait. Un silence attendu, celui qui précède le discours du témoin d'honneur. Marc. Mon meilleur ami depuis l'école primaire. Celui qui avait partagé mes bancs de collège, mes premières bêtises, mes premières peines de cœur. Celui que je considérais comme un frère. Il s'est levé, son grand corps dégingandé se dépliant lentement. Un sourire forcé plaquait ses lèvres, mais je n'y ai pas prêté attention. J'étais trop enveloppé dans ma bulle de béatitude. Il a tapoté son verre avec une petite cuillère, un son sec qui a percé le brouhaha résiduel. Tous les regards se sont tournés vers lui, et une attente silencieuse a empli l'espace. La lumière des bougies vacillait doucement, dessinant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Je l'ai vu chercher mon regard, puis celui de Léa. Mon cœur s'est gonflé d'une tendresse inouïe pour cet homme qui avait été là pour moi, toujours, à chaque étape. Il a pris une grande inspiration. Son regard n'était pas celui que j'attendais. Pas la fierté, pas la joie simple d'un ami qui voit son meilleur copain épouser la femme de sa vie. Non. Il y avait quelque chose d'autre. Une sorte de défi masqué, un éclair sombre qui a traversé ses yeux avant de s'éteindre. Mon cerveau, imbibé de bonheur et de champagne, a refusé de capter cette anomalie. J'ai souri, attendant la blague potache, le souvenir embarrassant, la tirade pleine d'affection. Sa voix a résonné, un peu trop forte, un peu trop claire. Elle a déchiré la douceur ambiante, comme une déchirure dans une toile de soie. Je veux boire à la santé de la mariée. Un murmure d'approbation a parcouru l'assistance. Léa a rougi, m'a serré la main avec un peu plus de force. Ses yeux brillaient, tournés vers Marc, un sourire timide sur les lèvres. Je me suis penché pour lui murmurer une bêtise à l'oreille, quelque chose sur la chance d'avoir un ami pareil. Et à ce qu'on a fait hier à l'hôtel. Le monde. Le monde entier s'est arrêté. Non, ce n'est pas le monde qui s'est arrêté, c'est moi qui me suis figé. Le tintement des verres s'est transformé en un silence assourdissant, un vide qui aspirait l'air de mes poumons. L'odeur des roses s'est changée en sel, métallique, du sang dans ma gorge. Le rire de Léa a cessé d'exister. Les lumières des guirlandes sont devenues des points brillants, douloureux, qui me brûlaient les rétines. Ma main, qui tenait celle de Léa, s'est relâchée, engourdie. La chair de ma paume était moite, froide. J'ai cru ne pas avoir compris. Une blague. C'était une blague de mauvais goût, une de ces facéties qu'il adorait faire pour choquer l'assemblée, pour attirer l'attention. Sauf que son visage ne souriait plus. Il était sérieux. D'une gravité effrayante. Son regard était planté dans le mien, un mélange de honte et de victoire? Je ne savais pas. Mon cerveau hurlait, essayant de donner un sens à des mots qui n'en avaient aucun. À l'hôtel. Hier. Je n'entendais plus rien. Les murmures qui commençaient à gronder autour de nous étaient des sons lointains, comme si j'étais sous l'eau, piégé dans une bulle. Ma vision s'est troublée, les visages autour de moi devenant des taches floues, des silhouettes indistinctes. Sauf deux. Le visage de Marc, livide, les lèvres serrées. Et celui de Léa. Elle était là, à côté de moi, son corps raide, son visage d'une pâleur cadavérique. Ses yeux, d'habitude si vifs,
était vide, remplie d'une terreur muette. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Marc. Leurs regards se sont croisés, un éclair de compréhension partagée, une complicité qui m'a traversé le corps comme un coup de poignard gelé. Le sang a monté à mes tempes, un battement sourd qui résonnait dans mes oreilles. La rage, froide et méthodique, a commencé à se frayer un chemin à travers le brouillard du choc. À l'hôtel. Hier. La veille de notre mariage. Mon cerveau a fait les comptes, avec une précision macabre. Hier soir, quand j'étais à mon enterrement de vie de garçon, en train de boire des bières avec les gars, de rire aux souvenirs, de me réjouir de l'avenir. Elle était censée être avec ses amis. Marc était censé être avec moi. Les yeux de tous mes invités étaient maintenant rivés sur moi. Leurs visages, il y a une minute encore remplis de joie, étaient maintenant des masques de gêne, de curiosité malsaine, de pitié. La honte m'a brûlé la nuque, une flamme glaciale qui se propageait dans mes veines. J'étais le marié. Humilié. Publiquement. Par mon meilleur ami et la femme que je venais d'épouser, ou plutôt que j'allais épouser pour la vie, il y a quelques heures encore. Ma main a glissé de la table, cherchant quelque chose. Mon alliance. Le métal froid a rencontré ma peau chaude, une contradiction brutale. C'était un simple anneau d'or blanc, mais il représentait tout. Nos promesses, nos rêves, notre union. Il pesait une tonne. J'ai regardé cet anneau, symbole de ma naïveté, de ma cécité. La rage s'est transformée en un sentiment plus profond, plus lourd, une désillusion totale, un vide abyssal. J'ai senti le métal froid sous mes doigts, la façon dont il glissait sans effort. J'ai voulu le jeter, le pulvériser, le faire disparaître. Mais j'ai juste fait glisser le cercle doré de mon annulaire. Lentement. Presque avec tendresse, comme si je me séparais d'une chose sacrée qui venait d'être profanée. Le petit bruit qu'il a fait en tombant sur la nappe de lin, un son doux et minuscule, a résonné dans le silence de la salle comme une explosion. Personne n'a dit un mot. Marc était toujours debout, figé, son verre à la main. Léa n'avait pas bougé, une statue de cire. Le silence était palpable, oppressant. C'était un silence lourd, épais, rempli de non-dits, de regards volés, de jugements tacites. J'ai levé les yeux vers Léa. Ses yeux étaient toujours éteints, mais cette fois, elle me regardait. Une supplication muette, une panique folle dans ses pupilles dilatées. Je n'ai rien ressenti. Ni colère pure, ni tristesse. Juste ce vide, cette incroyable sensation de ne plus rien ressentir, comme si tout mon intérieur avait été aspiré. Le néant. J'ai bougé ma chaise, le frottement du bois sur le parquet a déchiré l'immense silence. C'était le seul son audible. Je me suis levé. Mes jambes étaient lourdes, mais elles ont tenu. J'ai ignoré les centaines de paires d'yeux qui me fixaient, brûlants. J'ai ignoré le visage de Marc, qui avait finalement baissé les yeux, honteux. J'ai ignoré Léa, qui a murmuré mon nom, une voix à peine audible, brisée. Je ne voulais pas entendre. Je ne voulais pas voir. Je voulais juste disparaître. Je me suis détourné de la table d'honneur. Chaque pas était un effort. Chaque pas m'éloignait de ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie. Chaque pas brisait un peu plus l'illusion. La lourdeur de ma tête, le bourdonnement dans mes oreilles, la rigidité de mes mâchoires. J'ai marché sans hâte, sans course paniquée. Juste un mouvement lent, délibéré, vers la sortie. Les visages que je croisais étaient des flous, des taches sans forme, je ne reconnaissais plus personne. Les lumières étaient devenues des halos, les bruits étaient cotonneux. Les portes doubles de la salle de réception, en chêne massif, m'ont paru s'ouvrir d'elles-mêmes, comme un appel vers la liberté, ou vers un autre type d'abîme. L'air frais de la nuit de juin a frappé mon visage, contrastant violemment avec la chaleur étouffante de la salle. Je pouvais sentir la buée s'échapper de ma bouche à chaque expiration, preuve visible d'une vie qui continuait à l'extérieur de ce cauchemar. Derrière moi, le silence n'était plus tout à fait total. Des murmures ont repris, des éclairs de voix, des bruits de chaises qui bougent. Le monde recommençait à tourner, mais sans moi. Je venais de quitter ma propre vie. Les éclats d'un bonheur pulvérisé, voilà ce qui restait. Un champ de débris. Et le silence, enfin, dans ma tête. Ce n'était pas un soulagement. C'était la vacuité. Le bruit de mes chaussures sur le gravier de l'allée était le seul repère sonore.
Le ciel était noir, sans lune, comme le vide qui venait de s'installer en moi. Le verre brisé, le silence de mort, l'alliance froide tombée sur la nappe. Tout ça, c'est maintenant. Mais il y a eu un avant. Un avant où le monde avait une couleur, une odeur, une promesse. Un avant qui me semble aujourd'hui un mensonge si bien ficelé que j'en viens à douter de mes propres souvenirs. Étais-je si naïf? Si aveugle? Ou était-ce simplement le plus grand tour de magie que la vie m'ait jamais joué, où le lapin disparaît et tout l'orchestre est complice? Je me souviens de Léa. Pas de la mariée silencieuse et honteuse d'hier, mais de ma astérisque Léa. La première fois, c'était un après-midi de printemps, la lumière rasante d'avril traversait les grandes baies vitrées du café où je lisais. Elle est entrée, ses cheveux châtains foncés accrochant lors du soleil, une écharpe de soie vert profond jetée négligemment autour de son cou. Je n'ai pas levé la tête tout de suite. Mais le parfum. Un mélange subtil de vanille et de quelque chose d'herbacé, presque boisé. C'était la première fois que l'odeur d'une femme me faisait lever le nez de mon livre. Un polar nordique, d'ailleurs, plein de neige et de désespoir. L'ironie. Elle a commandé un thé à la menthe et s'est assise à la table d'à côté, sa voix douce mais claire résonnant un instant dans la petite salle. J'ai essayé de retourner à mes lignes, mais je n'y arrivais plus. La présence. C'était ça. Une présence qui remplissait l'espace sans l'envahir. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte à nouveau, et un courant d'air a fait s'envoler une page de mon livre que j'avais marqué d'un coin. Elle a ramassé le livre avant moi, son doigt effleurant la couverture, un léger sourire aux lèvres. Attention à ne pas perdre le fil, elle a dit, ses yeux verts riants. C'était ça, le premier regard. Un regard de connivence, qui m'avait transpercé comme une flèche tirée sans intention, juste par le hasard. Nos premiers rendez-vous, c'étaient des marches sans fin dans Paris. De Montmartre à Saint-Germain, en passant par les quais. On parlait de tout et de rien. De ses rêves de voyager en Amérique du Sud, de mes projets de monter mon propre cabinet d'architecte. On se racontait les blessures d'enfance, les espoirs silencieux. Elle avait cette façon de m'écouter, penchée en avant, les yeux rivés sur les miens, comme si chaque mot que je prononçais était la chose la plus fascinante qu'elle ait jamais entendue. Ses doigts froids dans les miens quand la nuit tombait sur le Pont-Neuf, les lampadaires diffusant leur halo doré sur l'eau noire de la Seine. On s'arrêtait souvent, appuyé contre la balustrade, à regarder les bateaux-mouches passer, leur lumière traçant des sillons éphémères. C'était là, sous ces étoiles pâles, que les promesses silencieuses se forgeaient. Des promesses qui n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute pour exister, pour imprégner l'air entre nous d'une certitude presque palpable. Notre amour, c'était une toile tissée avec des fils d'or, ou du moins c'est ce que je croyais. La passion, oui, ardente, mais aussi cette complicité douce, cette capacité à finir les phrases de l'autre, à comprendre un soupir, un froncement de sourcils. On avait cette manie de préparer le petit déjeuner ensemble le dimanche matin. La radio réglée sur une vieille émission de jazz, l'odeur du café fort et des croissants chauds qui remplissaient l'appartement. Elle aimait presser les oranges, ses mains fines et agiles, et moi, je m'occupais des œufs brouillés, toujours un peu trop cuits à son goût, mais elle faisait semblant de ne pas s'en plaindre. Ses rires clairs, quand je l'éclaboussais accidentellement avec le batteur, résonnaient dans la cuisine. Je me souviens de ces matins, des rayons de soleil qui inondaient la pièce, révélant les poussières dansantes dans l'air, et elle, Léa, son visage endormi mais lumineux, ses yeux mi-clos sur sa tasse. C'étaient des moments simples, des instants volés au temps, qui construisaient une forteresse inébranlable autour de nous. J'avais cette certitude, cette conviction absolue, qu'elle était la femme de ma vie. Mon âme sœur, ce terme un peu galvaudé, mais qui prenait tout son sens avec elle. La confiance que je lui portais était totale, sans faille. Je n'avais jamais eu à douter d'elle, pas une seule seconde. Son intégrité, sa loyauté, c'étaient des piliers. Elle était mon ancre, mon port. Chaque secret partagé, chaque vulnérabilité exposée, elle les avait recueillis avec une tendresse infinie. Je pouvais tout lui dire. Les doutes professionnels, les angoisses existentielles, les peurs les plus profondes. Elle écoutait, sans juger, puis elle me prenait la main, ou me serrait fort, et le monde retrouvait son équilibre. C'est cela, la trahison, le démantèlement brutal d'une confiance bâtie avec tant de soin, pierre après pierre, souffle après souffle. Et Marc. Ah, Marc. Mon frère, mon roc. On s'était rencontrés au lycée, la même passion pour les bandes dessinées de science-fiction,
les mêmes débats enflammés sur l'avenir du monde. On avait partagé les mêmes bancs, les mêmes révisions nocturnes à coups de café froid et de pizza surgelée. On s'était épaulé pour les premiers chagrins d'amour, les premières déceptions, les premières victoires. Il était celui qui me connaissait par cœur, capable de deviner mon humeur juste en observant ma démarche. Ses éclairs d'humour, sa capacité à alléger l'atmosphère, sa loyauté farouche. Je n'avais jamais eu à douter de lui non plus. Quand Léa est entrée dans ma vie, Marc l'a accueillie à bras ouverts. Il n'y avait jamais eu de jalousie, juste une joie sincère pour mon bonheur. Il était devenu notre troisième roue, pas dans le sens péjoratif, mais plutôt comme le pilier supplémentaire qui rendait notre édifice encore plus solide. Nos dimanches après-midi, c'était souvent nous trois, à siroter des bières sur la terrasse d'un café, à refaire le monde, ou à visionner des films, avachis sur le canapé. Léa riait de leurs vieilles blagues d'adolescents, et Marc la taquinait sur ses goûts musicaux un peu trop classiques. Il l'avait aidé à déménager ses cartons, il avait réparé le robinet qui fuyait dans la salle de bain, il avait toujours un mot juste pour elle quand elle était stressée par son travail. C'était une amitié à trois voix, une harmonie parfaite où chacun trouvait sa place, son rôle. Je me souviens d'une fois, nous étions partis tous les trois en week-end en Normandie. Une petite maison en pierre, les embruns de la Manche qui fouettaient les fenêtres. Marc avait insisté pour que je prenne une journée de repos complète, lui et Léa s'étaient occupés de tout. Il avait préparé un poisson grillé, pêché le matin même, et Léa avait fait une tarte aux pommes incroyable, avec des pommes ramassées dans le jardin voisin. Le soir, on était assis devant la cheminée, le crépitement du feu emplissant le silence, le vent hurlant dehors. Marc avait raconté une histoire drôle de notre adolescence, me faisant rire aux larmes. Léa avait posé sa tête sur mon épaule, son souffle chaud sur mon cou, et j'avais senti cette plénitude, cette sérénité absolue. C'était ça, mon univers. Ma femme, mon meilleur ami, l'odeur du bois qui brûle, le sel de la mer. Que demander de plus? Comment aurais-je pu deviner, dans ce tableau si parfaitement encadré, qu'un détail aussi vil, aussi monstrueux, se cachait dans les ombres de leur regard complice? On parlait d'enfants, on avait même choisi quelques prénoms. On avait fantasmé sur la maison de nos rêves, avec un grand jardin pour un chien, et un atelier pour mes projets d'ébénisterie et un bureau lumineux pour les siens. On avait déjà imaginé les vacances d'été avec nos futurs bambins, leurs petits pieds dans le sable chaud de la Méditerranée. Tous ces projets, c'étaient les nôtres. C'étaient des plans gravés dans le marbre de notre amour, des certitudes qui nous donnaient le courage d'affronter le quotidien. Le mariage n'était que la suite logique, l'évidence. L'officialisation d'une union qui existait déjà, profondément, dans chaque fibre de mon être. Le jour où j'ai demandé Léa en mariage, c'était sur une plage déserte en Bretagne, au coucher du soleil. Le vent soufflait fort, soulevant le sable fin. Le ciel était embrasé de teintes d'orange et de violet. Je me suis agenouillé, la bague serrée dans ma main moite, le cœur battant à tout rompre, les mots se bousculant dans ma gorge. Elle a pleuré, ses larmes se mêlant aux perles de vent sur ses joues, et elle a dit oui, un oui qui a résonné plus fort que le fracas des vagues. Ce soir-là, enlacé sous la couverture étoilée, le bruit de la mer comme seule musique, je me suis senti l'homme le plus heureux du monde. Un bonheur incandescent, pur, intact. Un bonheur qui me brûle aujourd'hui, mais d'une autre façon. Comme les braises d'un bûcher où tout ce que j'ai chéri a été réduit en cendres, sous mes yeux. Et le bourreau était celui que je considérais comme un frère. Les rires des amis, les cliquetis des verres, même l'odeur poudrée du papier glacé des faire-part, tout ce qui aurait dû n'être que l'écho joyeux d'un avenir radieux s'est teinté, au fil des dernières semaines, d'une dissonance subtile, presque imperceptible. C'était comme une note fausse dans une symphonie que j'avais pourtant répétée 1000 fois dans ma tête. Une sensation diffuse, une froideur insidieuse qui montait du sol même de notre appartement, glissant sous les plaintes et s'infiltrant dans les fibres du canapé où nous nous blottissions jadis, rieurs et insouciants. Léa. Ma Léa. Ses yeux, d'ordinaire des puits de certitude et de tendresse, ont commencé à projeter des ombres, à fuir les miens plus souvent qu'à l'accoutumée. Ce n'était pas un changement brutal, non. Plutôt une lente érosion, comme la mer qui grignote la falaise, millimètre par millimètre. Les matins, alors que le café infusait et que la buée s'échappait de nos tasses encore trop chaudes, je remarquais qu'elle était moins prompte à glisser sa main dans la mienne sous la table. Ces caresses, autrefois une évidence quotidienne, sont devenues plus mécaniques, comme des gestes appris, vidés de leur substance. Ces appels téléphoniques se faisaient plus discrets,
Les conversations chuchotaient dans le couloir de l'immeuble, puis c'était juste une amie, ou un collègue pour le travail, lancé par-dessus l'épaule avec une désinvolture un peu trop forcée. Combien de fois me suis-je surpris à la regarder, alors qu'elle fixait un point invisible dans le vide, un sourire énigmatique aux lèvres, le genre de sourire qu'on réserve à un souvenir, à une confidence qui n'appartient qu'à soi. Je m'efforçais de chasser ces pensées, de les balayer d'un revers de la main. Le stress du mariage, bien sûr. Les préparatifs. La liste interminable des invités, les dragées, le choix des fleurs. Tout cela pesait sur elle, sur nous. C'était ça. Forcément. N'est-ce pas ce qu'on se dit, quand on n'ose pas regarder l'abîme droit dans les yeux? Et puis il y avait Marc. Mon meilleur ami. Mon frère, comme je l'appelais. Un pilier dans ma vie, celui qui avait toujours été là, depuis nos genoux écorchés sur les bancs de l'école primaire jusqu'aux nuits blanches à refaire le monde avec des bières tièdes. Son rôle de témoin n'avait même pas été une question, une évidence absolue. Pourtant, les dernières semaines, une nouvelle dynamique s'était installée entre eux, une sorte de connivence tacite que je ne parvenais pas à déchiffrer. Je me souviens d'un dîner, une soirée apparemment joyeuse où le champagne coulait à flots. J'étais en train de raconter une anecdote de mon enfance avec Marc, un rire aux lèvres, quand j'ai levé les yeux et les ai vus. Léa était assise en face de moi, Marc à sa droite. Leurs regards se sont croisés au-dessus de ma tête, un éclair rapide, mais il y avait quelque chose. Une intensité qui dépassait l'amitié, une compréhension mutuelle qui m'a glacé le sang l'espace d'une fraction de seconde. Léa a baissé les yeux presque aussitôt, un rouge fugace montant à ses joues, et Marc s'est éclairci la gorge en se servant un autre verre. Sur le coup, j'ai balayé ça d'un geste. La fatigue. La lumière. Mon imagination, certainement. Mais cette image, elle s'est ancrée quelque part, sous ma peau, comme une écharde invisible qui n'arrêtait pas de piquer. Ces moments se sont multipliés. Des silences étranges qui tombaient quand j'entrais dans une pièce où ils étaient tous les deux, des murmures qui cessaient brusquement, des regards qui se détournaient un peu trop vite. Des fois, je me disais qu'ils préparaient une surprise pour le mariage, un cadeau commun, un discours secret. Qu'est-ce que tu voulais que je pense d'autre? Que mes deux personnes les plus chères au monde étaient en train de me monter à l'envers? Mon cerveau refusait cette option, la rejetait avec une violence presque physique. Mais le plus insidieux, le plus tenace, c'était cette odeur. Une odeur nouvelle, oui. Pas son parfum habituel, ce mélange de jasmin et de vanille que je connaissais par cœur, qui me rassurait et m'enveloppait. Non. C'était une fragrance boisée, légèrement épicée, avec des notes de musc. Un parfum d'homme, c'était clair. Je l'ai senti pour la première fois sur son écharpe, un soir où elle était rentrée tard, me disant qu'elle avait eu une réunion imprévue avec sa chef. Je me suis approché d'elle, j'ai respiré. Le parfum n'était pas flagrant, juste une réminiscence, comme si elle avait frotté son écharpe contre un manteau imprégné. Mon estomac s'est tordu. J'ai froncé les sourcils. « Tu as changé de lessive ?» lui ai-je demandé, la voix un peu plus tendue que je n'aurais voulu. Elle m'a regardé, surprise, puis a ri, un rire qui sonnait un peu faux. « Non, pourquoi ? C'est peut-être l'odeur du restaurant où j'ai dîné avec ma collègue. » Sa réponse était plausible. Logique. Mais la piqûre était là. Et l'odeur est revenue. Sur un de ses pulls, une autre fois. Sur l'oreiller, un matin, alors qu'elle était déjà partie. C'était une odeur qui n'était pas la mienne. Ni la sienne, à elle. Une odeur étrangère qui s'insinuait dans notre intimité, un fantôme olfactif qui me hantait. J'ai commencé à développer une routine d'observation silencieuse. J'étudiais ses expressions faciales, les inflexions de sa voix, la manière dont elle tenait son téléphone. Je me surprenais à écouter aux portes, un geste que je méprisais, mais que je ne pouvais plus réprimer. Mon esprit était un échiquier où les pièces se déplaçaient sans que je puisse en comprendre la stratégie. Chaque petit détail, une absence de 5 minutes, un message non lu sur son écran, prenait des proportions gigantesques. J'attribuais tout ça à la paranoïa, bien sûr. La paranoïa du futur marié. On m'avait prévenu, les semaines précédant le mariage sont les plus stressantes, les plus difficiles pour un couple. C'était ça. C'était la pression. C'était mon esprit qui me jouait des tours, qui cherchait des failles là où il n'y en avait pas. Mon corps lui-même réagissait. Je dormais mal, des réveils en sursaut au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade,
l'impression de manquer d'air. Le matin, un goût de fer dans la bouche, les mâchoires serrées. J'avais des maux de tête lancinants, des douleurs diffuses dans le dos. Je buvais plus de café, je fumais plus. J'étais une boule de nerfs ambulante, mais je le cachais, je me forçais à sourire, à dire que tout allait bien, à faire les derniers préparatifs avec une énergie forcée. Comment aurais-je pu envisager l'impensable? Marc, mon ami de toujours, celui à qui j'avais confié mes peines de cœur, mes ambitions les plus folles, mes doutes les plus intimes. Celui qui avait séché mes larmes après ma première rupture. Celui que j'avais aidé à déménager, à monter des meubles Ikea jusqu'à minuit, sous la promesse d'une bière fraîche. Et Léa, ma future femme, celle avec qui j'avais construit des châteaux de sable d'avenir, dont le rire était ma musique préférée, dont les mains avaient essuyé mes propres larmes plus d'une fois. Imaginer qu'ils puissent me trahir, tous les deux, dans mon dos, c'était comme envisager que le soleil ne se lève plus. C'était une hérésie, une idée si monstrueuse qu'elle ne pouvait même pas prendre racine dans mon esprit. Je chassais ces pensées sombres avec une ferveur presque religieuse. Non. Impossible. L'amitié de Marc était indéfectible. L'amour de Léa était mon encre. Point. Fin de la discussion. Je ne pouvais pas douter d'eux sans me douter de moi-même, sans remettre en question toute la construction de ma vie. C'était ma réalité qui s'écroulerait, pas juste une relation. Pourtant, la veille même du mariage, l'air s'est fait encore plus lourd, la tension si palpable qu'elle crépitait comme l'électricité statique. Léa avait une réunion, de dernière minute, qui l'avait retenue tard. Elle n'avait pas répondu à mes 2 appels. Quand elle est enfin rentrée, l'heure tardive et son absence de réponse m'avaient déjà rongé les nerfs. J'étais assis sur le canapé, le plan de table étalé devant moi, une bière à la main, le front plissé. Le silence qui a suivi son entrée dans l'appartement n'était pas celui de la fatigue, mais celui d'un secret trop lourd. Une odeur, plus insistante cette fois, planait autour d'elle. Ce parfum boisé. Mes narines ont pincé. Elle m'a embrassé rapidement, un baiser froid, presque distant. Ses lèvres avaient un goût de menthe poivrée, comme si elle avait mâché un chewing-gum juste avant de rentrer. J'ai posé ma main sur sa joue, son regard s'est détourné. Ça a été, lui ai-je demandé, ma voix trahissant ma fatigue et une pointe d'anxiété. Elle a hoché la tête, évitant mon regard, et a filé sous la douche. Elle est restée longtemps sous l'eau, comme si elle cherchait à effacer quelque chose, à se purifier. Ce soir-là, en m'endormant, seul dans notre grand lit, ma main cherchant instinctivement la place vide à côté de moi, j'ai senti un froid lancinant, un pressentiment affreux. Mais je l'ai repoussé. C'était la veille de notre mariage, bon sang. Demain, tout serait parfait. Demain, cette paranoïa stupide s'envolerait. Demain, la vie commencerait vraiment. Les jours qui ont précédé le mariage ont été un tourbillon d'émotions contradictoires, un mélange toxique de l'euphorie attendue et d'une anxiété sourde, tenace, qui me rongeait de l'intérieur. C'était comme marcher sur un chemin jonché de pétales, le soleil dans les yeux, mais sentir sous chaque pas un gravier tranchant qui menaçait de percer ma chaussure. J'essayais, je jure, de me fondre dans cette joie collective, de sourire quand on parlait des plans de table, des fleurs, de la musique. Je commandais le champagne le plus fin, je goûtais les plats du traiteur, un sourire figé sur les lèvres, mais au fond de moi, un interrupteur restait sur « off ». La moindre étincelle de bonheur, je sentais qu'elle s'éteignait avant même d'avoir pu briller. Léa, à mes côtés, semblait flotter dans une bulle d'agitation, toujours pressée, toujours au téléphone, son regard souvent absent quand le mien cherchait le sien. Son parfum habituel, mélange subtil de vanille et de fleurs d'oranger, se faisait parfois étrangement discret, remplacé par une note plus âpre, plus boisée, que je ne parvenais pas à identifier, mais que je chassais de mes pensées avec une violence presque physique. L'enterrement de vie de garçon, j'aurais dû m'y jeter à corps perdu. Mes amis avaient organisé une soirée au fond d'un pub irlandais bruyant, l'air saturé de bière et de rire gras. J'avais essayé de suivre le rythme, de hurler par-dessus la musique, de trinquer à mon dernier soir de liberté. Mais même là, au milieu de la camaraderie, je me sentais à la dérive. Mon téléphone, lourd dans ma poche, restait obstinément silencieux. Léa aurait dû m'envoyer un message, un clin d'œil, un mot tendre. Rien. Elle avait prétexté une soirée, fille, au spa, un truc entre elle et ses amis pour décompresser. Mais un spa où on ne pouvait pas envoyer un seul texto? La justification boitait, et mon estomac se serrait à chaque minute qui passait sans nouvelles.
Je guettais l'écran de mon téléphone, l'allumais et l'éteignais, espérant voir apparaître son nom. Le pub devenait de plus en plus étouffant. Marc, lui, était là, un peu trop là. Il riait fort, tapait dans le dos des gars, commandait des tournées entières. Mais il me surveillait. Je le sentais. Ses yeux passaient sur moi, puis s'esquivaient quand nos regards se croisaient. Il m'offrait verre après verre, me poussait à danser, à chanter. « Allez, mon gars. C'est ta soirée. Lâche-toi. » Ses encouragements sonnaient faux, un peu forcés, comme s'il cherchait à me noyer sous le bruit et l'alcool pour que je ne pense pas, pour que je ne vois pas. À un moment, j'ai dû m'éloigner de la masse, prendre l'air près de la ruelle sombre qui servait de fumoir. L'odeur âcre des mégots me piquait les narines. Marc m'a suivi. Il m'a posé la main sur l'épaule. « Ça va ? T'as l'air ailleurs. » J'ai haussé les épaules. Juste, le stress, tu sais. Demain, c'est le grand saut. Il a ri, un rire sec. Ouais. Le grand saut. Ses yeux, dans la lumière blafarde d'un lampadaire, avaient un éclat étrange, que je n'avais jamais vu. De l'inquiétude ? De la malice ? Un mélange des deux ? Je n'arrivais pas à décrypter. Il a allumé une cigarette, m'en a tendu une. J'ai refusé. J'ai inspiré à fond l'air froid de la nuit, essayant de chasser la nausée qui montait en moi. Pourquoi Léa ne m'appelait-elle pas ? Cette question tournait en boucle, comme un disque rayé, m'empêchant de me détendre, de croire à l'insouciance qu'on attendait de moi. Les rares moments d'intimité avec Léa étaient devenus des simulacres, des rituels vidés de leur substance. Son corps était là, oui. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau sous mes doigts, le battement de son cœur contre ma poitrine. Mais son esprit était ailleurs. Loin. Ses baisers avaient perdu cette ferveur qui m'avait toujours transporté. Ils étaient tièdes, un peu mécaniques, comme des gestes appris. Je me souviens d'une soirée, quelques jours avant. On s'était allongé sur le canapé, elle la tête sur mon épaule, la télévision murmurant en fond. J'avais caressé ses cheveux, puis son bras. Elle s'était raidie imperceptiblement. Je l'avais senti se tendre, son souffle devenait un peu plus court. J'avais murmuré, « Je t'aime ». Elle avait répondu, le son un peu étouffé, comme si les mots s'étaient cognés à sa gorge, « Moi aussi, mon amour ». Mais son corps ne suivait pas. Son corps mentait. Une fois, j'avais passé ma main dans ses cheveux, et j'avais senti, distinctement, cette odeur boisée que j'avais déjà remarquée, cette fragrance masculine, âpre, qui n'était pas la sienne, qui n'était pas la mienne. Mon cœur avait fait un bond. Je m'étais forcé à croire que c'était l'odeur de la laque qu'elle avait changée, ou celle d'un nouveau shampoing. J'avais dû la sentir, l'embrasser avec plus de force, pour chasser cette odeur avec la mienne. C'était comme étouffer un cri. Ses excuses pour ses absences étaient devenues un répertoire bien rodé. Des rendez-vous de dernière minute avec la fleuriste qui avait une urgence de livraison, une aide impromptue à sa sœur pour des problèmes informatiques complexes, des séances d'essayage de robes interminables qui se finissaient par un dîner avec les copines. Chaque fois, son regard se dérobait un peu, ses mains s'agitaient nerveusement, et une légère rougeur montait à ses joues, comme une trahison silencieuse. Je me souviens d'une fois où elle était rentrée tard, bien après minuit. J'avais attendu sur le canapé, le cœur lourd. Elle était entrée en faisant le moins de bruit possible. J'avais fait semblant de dormir. Elle s'était approchée, avait caressé mes cheveux. Puis elle était allée prendre une douche. J'avais entendu l'eau couler. L'odeur était revenue. Forte. En me levant pour aller la rejoindre, j'avais remarqué son téléphone posé sur la table basse. L'écran s'était allumé, un message de Marc. Juste 2 mots, bien rentré. Mon sang s'était glacé. J'avais pris le téléphone, hésité. Mon doigt avait effleuré l'écran. Non. Je n'étais pas ce genre d'homme. Je ne fouillais pas. Je ne pouvais pas croire ça. J'avais reposé le téléphone, l'impression que l'air autour de moi devenait plus lourd, plus difficile à respirer. La tension montait, jour après jour, comme un filet invisible qui se resserrait lentement autour de moi. Chaque rire de Léa qui me semblait forcé, chaque silence trop lourd, chaque regard échangé entre elle et Marc, était une nouvelle maille du filet. Mes nuits étaient agitées, peuplées de rêves fragmentés où des ombres dansaient, où des voix murmuraient des choses que je ne pouvais pas saisir. Je me réveillais en sueur,
le cœur battant à tout rompre, l'estomac noué. La nourriture n'avait plus de goût. Mon appétit avait disparu. J'avais mal à la tête en permanence, une douleur lancinante derrière les yeux, comme si mon cerveau tentait de repousser une vérité insupportable. Je posais des questions à Léa, des questions anodines sur sa journée, sur ses préparatifs. Elle répondait toujours avec une pointe d'agacement. « Tu me prends la tête avec tes questions, je suis crevé. » Et je reculais, craignant de briser quelque chose, craignant de découvrir ce que mes soupçons me hurlaient déjà. Et puis est venue la veille du mariage. La nuit précédant le jour J. J'avais dormi enfin, essayé de dormir dans la chambre d'hôtel réservée pour moi et Marc, une suite spacieuse, inutilement luxueuse, au rez-de-chaussée du domaine où allait se tenir la cérémonie. La tradition, disait Marc, voulait que le marié ne voie pas sa future femme la veille. J'avais accepté, désireux de respecter cette dernière superstition, espérant qu'elle chasserait le malheur. J'étais allongé dans un grand lit trop mou, le plafond peint d'anges dodu me fixant d'un air moqueur. Le silence était pesant. Marc n'était pas là. Il aurait dû être là. Nous avions prévu de prendre un dernier verre ensemble, de parler de tout et de rien, comme des frères. Il avait dit qu'il aurait quelques détails de dernière minute à régler, qu'il me rejoindrait plus tard. Mais minuit était passé, puis 1 heure, 2 heures. Aucun signe de lui. Je l'avais appelé. Sonnerie, puis messagerie. J'avais envoyé un message. Pas de réponse. Mon esprit s'est alors emballé, connectant des points qui, jusque-là, s'étaient obstinément refusés à former une image cohérente. L'odeur. Les regards. Les absences de Léa. Les excuses bancales. L'insistance de Marc au pub. Son regard étrange. Son absence ici, maintenant. Mon cœur battait la chamade, cognant contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai essayé de rationaliser. Marc avait pu rester coincé quelque part. Léa avait pu dormir chez une amie, ne voulant pas me déranger avec un appel. Mais la logique ne tenait plus. Le sol sous mes pieds s'est dérobé. J'ai senti que je tombais dans un gouffre d'incertitude, un abîme noir et froid où chaque fragment de mon bonheur passé se désagrégeait en poussière. J'étais seul dans cette immense chambre, les murs peints de tapisseries dorées semblaient se refermer sur moi. L'air devenait irrespirable. Je savais. Sans aucune preuve tangible, sans le moindre aveu, je savais. Mon estomac se tordait, mes mains tremblaient. La veille de mon mariage, j'étais confronté à une vérité non dite, une horreur silencieuse qui gelait mon sang dans mes veines. Et le pire, c'est que j'étais impuissant. J'attendais. J'attendais l'inéluctable, comme un condamné attendant l'aube. Le bruit de verre brisé n'était pas un accident. C'était la bande-son de ma vie qui s'effondrait, une cascade de fragments aigus et froids. Marc, mon témoin, mon frère de toujours, venait de dire les mots qui avaient transformé l'air festif, imprégné des effluves de champagne et de jasmin des décorations, en un poison glacial. Je veux boire à la santé de la mariée, et à ce qu'on a fait hier à l'hôtel. Ce n'était pas un verre, c'était mon cœur qu'on venait d'écraser sous une botte sale, en pleine lumière, devant les 80 personnes que nous avions invitées pour célébrer l'amour. Le son s'est éteint. Tout s'est éteint, sauf le battement assourdissant dans mes tempes. C'était comme si un interrupteur avait basculé, coupant le son des musiciens, des rires, des conversations chuchotées. Un silence si dense qu'on aurait pu le couper au couteau a englouti la salle. Je pouvais sentir les regards. Des centaines de regards, comme des aiguilles incandescentes, perçant ma peau, ma dignité, mon âme. Ils n'étaient plus des invités. Ils étaient le public d'une tragédie, et j'étais l'acteur principal de mon propre supplice. Mon regard s'est cloué sur Léa. Ses yeux. C'est ça que je cherchais. Une explication, une dénégation, un signe que c'était une blague ignoble. Mais il n'y avait rien, juste une pâleur livide, une immobilité terrifiante. Ses lèvres étaient scellées, un masque de cire figé. Elle ne bougeait pas, ne pleurait pas, ne me regardait même pas. Elle regardait Marc, mais pas avec l'amour que j'avais cru y voir 100 fois. C'était une nuance indéchiffrable de honte, de terreur peut-être, mais sans trace de ce qui me liait à elle. Et Marc? Il était là, son verre à moitié levé, les yeux brillants d'une étrange folie, une sorte de défi. Le visage de mon ami était celui d'un étranger qui venait de me planter une lame en plein cœur. Est-ce que j'ai respiré pendant ces secondes qui m'ont semblé durer une éternité? Je ne sais pas.
Mon corps était froid, pourtant une sueur glaciale perlait sur mon front. Mon estomac s'est noué, une crampe si violente qu'elle m'a coupé le souffle. Je n'ai pas crié. Pas un son n'a franchi mes lèvres. La seule chose que j'ai sentie, c'est ce vide. Un vide abyssal, infini, qui aspirait tout ce que j'étais, tout ce que j'avais cru être. L'homme heureux, l'amoureux, le futur marié. Disparu. Pulvérisé. Ma main a bougé. D'abord lentement, comme si elle n'appartenait plus à mon corps. Puis avec une précision chirurgicale, une froide détermination qui m'a surpris moi-même. Mon alliance. L'objet brillant, symbole de notre serment éternel. Elle était là, sur mon annulaire, à peine quelques heures après que Léa l'ait glissée à mon doigt, les yeux pleins de larmes, des larmes de joie, avais-je cru. Je l'ai saisie entre mon pouce et mon index. Le métal était froid, terriblement froid, contrastant avec la fièvre qui commençait à embraser mon âme. Un geste lent, mesuré, d'une dignité que je ne me connaissais pas, même au bord de cet abîme. Le petit anneau a glissé, libérant mon doigt. Il a brillé un instant sous les lumières du lustre, puis est tombé, sans un bruit audible pour moi, sur la nappe de lin blanc immaculé, juste à côté de mon assiette encore intacte. Un petit cercle d'or, signe désormais vide d'un engagement brisé. Ce son, imperceptible, était pourtant le plus assourdissant de tous. Le son de ma vie qui se brisait définitivement. Ce n'était pas un au revoir. C'était une exécution. Je me suis levé. Ma chaise a raclé le sol avec un bruit strident qui a semblé rompre le silence oppressant, mais personne n'a bougé. Les têtes ne se sont même pas tournées. Leur regard était fixé sur moi, attendant la suite du spectacle. Que attendait-il? Des larmes? Des cris? Un poing dans la gueule de Marc. Ils n'ont eu que ma dignité blessée. Je me suis détourné de la table d'honneur, de Léa, de Marc, de ces visages pétrifiés. Chaque pas était une éternité. La salle n'était qu'une longue succession de visages flous, de silhouettes immobiles. Je sentais la pression de l'air, l'humidité dans mes yeux, mais aucune larme ne coulait. J'étais trop vide. J'étais un vaisseau craqué qui ne pouvait plus rien contenir. La porte de la salle de réception. Je l'ai traversée comme on passe un portail vers un autre monde. Derrière moi, le monde des serments, des rires, de l'amour. Devant moi, le vide, le froid, la nuit. L'air frais de septembre m'a giflé le visage. L'odeur du goudron mouillé par une récente pluie fine. J'ai respiré, à plein poumon, ce froid qui me purifiait de l'étouffement. J'ai marché. Sans but, sans destination, juste pour m'éloigner, pour que chaque pas me sépare un peu plus des cendres de ce serment. Elle n'est pas venue. Léa n'est pas sortie de cette salle pour me rattraper, pour s'expliquer, pour crier, pour pleurer. Rien. Le silence du dehors était l'écho parfait du silence de sa conscience, ou peut-être de son soulagement. Je ne le saurais jamais, et à cet instant, je ne voulais plus le savoir. La trahison était consommée, publique, irrévocable. Mon téléphone a vibré dans ma poche, puis une seconde fois, une troisième. Des messages, des appels. Des proches, des amis, des curieux. Je n'ai pas regardé. Ce monde n'était plus le mien. Ce monde avait implosé. Je me suis retrouvé seul dans la suite nuptiale que nous avions réservée pour notre première nuit d'époux. Le lit défait, orné de pétales de rose. La bouteille de champagne sur la table, avec 2 coupes. Des flûtes qui ne seraient jamais utilisées. Le silence de la pièce était assourdissant, rempli de promesses non tenues, de rêves réduits en poussière. J'ai ramassé un pétale de rose. Il était doux, mais sans parfum, comme une illusion. J'ai vu ses affaires, sa petite robe de mariée suspendue derrière la porte, sa trousse de maquillage sur la coiffeuse. Chaque objet était une nouvelle piqûre, une preuve tangible de l'ampleur de la tromperie. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste tout regardé, lentement, méthodiquement, comme un archéologue devant les ruines d'une civilisation engloutie. Mon civilisation. Les jours qui ont suivi ont été un long et douloureux chemin de croix. Les appels de mes parents, leurs voix brisées, l'incompréhension dans celle de mes sœurs. Des amis qui essayaient de trouver les mots justes, mais il n'y en avait pas. Les curieux, ceux qui envoyaient des messages en surface remplis de compassion mais dont les mots trahissaient une fascination malsaine pour le scandale. J'ai coupé les ponts. Presque tous.
Le monde social que nous avions construit ensemble s'est effondré avec la même rapidité que notre mariage. Les amis communs? Ils sont devenus des étrangers. Comment choisir un camp quand l'autre est votre meilleur ami et votre femme? L'humiliation ne s'est pas arrêtée à la porte de la salle de réception. Elle a suivi chaque article de journal local, chaque commentaire sur les réseaux sociaux qui parlait de l'incident du mariage. J'étais devenu le sujet de conversation, le cocu public, un symbole de la faillite de la confiance. Les démarches. Le mot est si froid, si administratif, pour décrire le démantèlement d'une vie. Le divorce. Les rendez-vous avec l'avocat, une femme aux yeux secs qui parlait des intérêts, de compensation, de biens immobiliers. Léa, son avocat, Marc. Non, Marc n'était pas là. C'était le fantôme de Marc qui planait sur chaque document, chaque clause. Léa et moi n'échangions pas un mot. Ses yeux, quand ils croisaient les miens, étaient vides, ou peut-être remplis d'une culpabilité qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas exprimer. C'était étrange. Devant le notaire, c'était presque respectueux. Deux inconnus se partageant les restes d'une épave. L'appartement, nos meubles, nos économies. Chaque euro, chaque objet était une déchirure. Le canapé sur lequel nous avions ri, la table où nous avions partagé tant de repas, les livres sur les étagères. Tout devait être divisé, fragmenté, pour effacer toute trace de notre union. C'était un nettoyage chirurgical, sans anesthésie. Les conséquences financières ont été lourdes. Le coût du mariage, ce puissant fonds de plusieurs dizaines de milliers d'euros, perdu à jamais. Les frais d'avocat. La nécessité de trouver un nouveau logement, de racheter ce qui avait été vendu ou abandonné. Le poids matériel était tangible, mais il n'était rien comparé au poids émotionnel. Ce n'était pas seulement une peine de cœur. C'était un cataclysme. Le chagrin était polymorphe, la rage, d'abord, une fureur sourde qui bouillonnait en moi, prête à exploser. La rage contre Léa, contre Marc, contre la stupidité, la cruauté, l'égoïsme. La rage contre moi-même, pour ma cécité, mon innocence, ma confiance aveugle. Puis le vide, une anesthésie émotionnelle où rien ne pouvait m'atteindre. Pas de joie, pas de tristesse, juste une absence. Une absence de astérisque moi astérisque. Qui étais-je sans Léa? Qui étais-je sans la confiance que je plaçais en Marc? J'étais un homme sans repère, sans fondation. Un arbre déraciné par la tempête. Le sommeil est devenu un ennemi. Les nuits étaient peuplées d'images, le toast, les yeux de Léa, le sourire narquois de Marc. Des odeurs, son parfum mélangé à cette effluve masculine, le jasmin de la salle de réception qui s'était transformé en relent d'amertume. Chaque réveil était un rappel brutal que ce n'était pas un cauchemar, mais ma réalité. La solitude. Cette solitude sociale, ce sentiment d'être un paria, d'avoir été marqué par l'infamie. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Les gens me regardaient avec cette pitié mêlée de curiosité qui est pire que le mépris. Mais au-delà de tout cela, il y a eu l'introspection. Longue, douloureuse, incessante. Qu'est-ce que cela dit de la nature humaine? Sommes-nous tous capables d'une telle duplicité, d'une telle cruauté? Est-ce que l'amour n'est qu'une façade fragile que la convoitise ou l'ennui peut briser en un instant? La confiance. Ah, la confiance. C'est un édifice bâti brique par brique, avec tant d'efforts, de gestes, de mots. Et il peut être détruit par une seule phrase, par un seul acte. Il est si facile de trahir, si difficile de pardonner, si impossible d'oublier. On croit connaître l'autre. On croit savoir ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il est capable de faire. Mais c'est une illusion, n'est-ce pas? Une projection de nos propres désirs, de nos propres vertus. Léa était la femme de ma vie. Marc était mon frère. Ces certitudes, ancrées dans mon être, se sont avérées être des mensonges. Des masques, subtilement portés, pendant des années, sous mes yeux aveugles. Comment se protéger quand ceux que l'on aime le plus sont aussi ceux qui peuvent vous briser le plus profondément? Je n'ai pas de leçon à donner, pas de morale à tirer de cette histoire. Juste le constat brutal d'un monde effondré. Le mien. Il ne s'est pas reconstruit comme par magie. Les cicatrices sont là, profondes, indélébiles. Elles me rappellent chaque jour la fragilité de toute chose, la brutalité de la vérité quand elle éclate au grand jour. La vie continue, disent les sages.
Oui, elle continue. Mais pas de la même manière. Pas avec les mêmes yeux. Pas avec le même cœur. On apprend à vivre avec les cendres. On apprend à marcher sur les débris, à ne pas se couper aux éclats de verre. On apprend à respirer l'air froid, même quand il est imprégné du souvenir du parfum d'un amour perdu et de la trahison d'un ami. C'est tout ce qui reste. Les cendres d'un serment. Et le silence.